quand il est encore temps de décider pour l'homme, c'est qu'il est encore dans un temps où lui n'est pas parfaitement lui. C'est-à-dire un temps où lui a encore un choix qui rend sa perfection non perfectible. C'est-à-dire une réalité où lui ne bénéficie pas parfaitement de son esprit dans la matière. Et comment lui peut bénéficier parfaitement de son esprit dans la matière ? L'homme peut bénéficier de son esprit dans la matière lorsqu'il est esprit dans la matière, c'est-à-dire que son ego s'est dégagé des contrefaçons de sa réalité involutionnaire, c'est-à-dire de la réalité qui ne lui convient plus. L'homme a le droit à de la liberté, l'homme a le droit à un mouvement libre dans la matière, mais cette liberté est le fruit d'une vision fermée, c'est-à-dire égoïque, ou est le fruit d'une vision ouverte sur l'infinité possible pour lui. Et ici, l'homme rentre dans un domaine du réel qui n'est pas lié à son êtreté seulement matérielle, mais à l'êtreté de son esprit en relation avec son ego, dans une temporalité qui lui convient bien. L'homme n'a pas à se soucier de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il peut émettre, dans le sens où ce qu'il émet peut toujours être ajusté, peut toujours être corrigé, peut toujours être amené à un niveau de réalité supérieur ou inférieur ou évoluant dans des temps qui n'ont rien à voir avec la réalité matérielle dans laquelle l'homme baigne actuellement. L'homme, à un moment donné, sera forcé de constater que de l'intelligence, c'est de l'énergie. De l'énergie, c'est de l'intelligence qui évolue dans un temps ou un autre. Donc l'homme peut se situer dans un temps ou peut vouloir saisir des choses dans un autre temps. Et l'homme dans ce travail pourra perdre énormément d'énergie à chercher à comprendre une chose ou une autre, mais ces domaines de compréhension ne lui seront pas favorables matériellement dans le temps où il évolue actuellement. Ceci pourra lui être profitable dans un autre temps, mais ceci, il ne pourra le voir, c'est-à-dire que l'homme ne pourra pas être parfaitement sûr que ce qu'il étudie lui rendra des fruits dans la matière. Et l'homme doit commencer à récolter ou à créer des fruits pour sa vie matérielle. L'homme peut également créer ou récolter des fruits qui lui serviront plus tard, mais dans une réalité que lui sait, c'est-à-dire pas une réalité où lui doute, une réalité que l'homme connaît. Quand nous disons connaître, nous voulons dire être dans une mesure qui se mesure ou se mesurera à un moment donné, mais dans tous les cas qui n'est pas complice d'une perte d'énergie. L'homme doit toujours être en mesure d'approfondir sa réalité dans un sens où il peut bénéficier tout de suite ou dans un futur assuré de ce qu'il fait. L'homme ne peut pas aller chercher de la connaissance dans des mondes qui sont très éloignés de son temps matériel et perdre du temps dans des choses qui n'ont aucune valeur actuellement. Il y aura un temps où ces choses auront de la valeur, mais dans le temps où il évolue, il y a tellement de choses qui peuvent être valorisées pour lui-même et éventuellement pour autrui. Donc l'homme peut, s'il est non intelligent, perdre énormément de temps, perdre énormément d'énergie dans un domaine du réel qui ne lui apporteront rien.
rien d'utile, rien d'important dans sa vie actuelle. Donc l'homme doit pouvoir bénéficier de l'esprit en étant contrôleur de l'esprit dans les matières ou dans les temporalités où il est, où il se présente, où il est incarné. Et l'homme, plus il arrivera à diriger son esprit dans le sens parfait de sa volonté et de son intelligence nouvelle, plus l'homme verra s'il est décalé entre la réalité qu'il veut donner, la réalité qu'il peut donner et la réalité qu'il doit donner. Et dans cette triangularisation existent des angles qui doivent être connus, qui doivent être corrigés, qui doivent lui permettre d'atteindre une centricité dans son mouvement qui n'a de pareil que son intelligence. L'homme ne peut pas se dérober systématiquement de sa réalité, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il doit faire. L'homme doit être dans un centre de réalité où ces trois phénomènes se manifestent en même temps et se manifestant dans un même temps ou dans une même plus ou moins précision ou imprécision, lui permettent dans un instantané de pouvoir absolument rentrer dans un temps ou dans un autre où les écarts entre ce qu'il veut, ce qu'il peut et ce qu'il doit peuvent, dans un temps, lui permettre une très grande liberté quant à la mise en pratique ou la divulgation d'une autre réalité peut être extrêmement rétrécie au moment où il veut l'extérioriser. Et l'homme, dans ce cheminement, n'a pas le choix de dire ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il peut, il sait ce qu'il doit. Dans un plan de la réalité, ceci peut être su par lui, mais ne peut pas être dit ou plus que dit par lui si lui n'est pas dans sa perfection dans un autre temps. C'est-à-dire que l'homme, tant qu'il est dans un temps seulement matériel ou psychologique ou réflectif, peut faire avec ses limites, et ses limites définissent la réalité de sa liberté. Mais l'homme, ne voyant pas la réalité de son manque de liberté, continue à agir de cette façon, et de cette façon, effectivement, il peut vivre sa vie sans se poser trop de questions, ou en se posant 10 000 questions, et en pensant, en croyant qu'il est libre, et en se satisfaisant de cette liberté, il peut jouir du libre arbitre. L'homme jouissant du libre arbitre ne peut pas connaître la liberté réelle. Pour que l'homme entre dans sa liberté réelle, il doit déjà être capable de voir les limites de son libre arbitre, mais celles-ci sont cachées, camouflées, de façon à ce que l'homme ne souffre pas, de façon à ce que l'homme puisse jouir d'une évolution que nous appelons involution, donc d'une involution où l'homme évolue dans un sens qui n'est pas le sien, dans une temporalité qui est extrêmement lente, mais qui protège l'homme d'une trop grande voyance de sa propre réalité, d'une trop grande voyance de toutes les possibilités qui ne sont pas loin de lui, mais qui ne peuvent pas être vues tant que l'homme ne voit pas sa petitesse. Avant que l'homme soit grand, il doit absolument voir sa petitesse. Aucun homme ne deviendra grand sans être petit, sans voir sa petitesse. Et les hommes qui se pensent grands dans le monde peuvent continuer à se penser grands toute leur vie. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais un jour, ou à un moment donné, lorsqu'ils sortiront du plan matériel, lorsque leur temps involutif sera terminé, ils verront d'un autre point de vue la réalité de ce qu'ils pensaient, la réalité de ce qu'ils croyaient, la réalité de leur petitesse sur le plan matériel, même à travers
des pensées très grandes. L'homme doit se ressaisir par rapport à sa réalité, c'est-à-dire que l'homme doit parvenir à un moment donné à regarder sa vie. L'homme doit parvenir à un moment donné à savoir ce qu'il veut. Il doit à un moment donné savoir ce qu'il veut. Il doit aussi regarder ce qu'il peut. Et il doit regarder ce qu'il doit. Et lorsque l'homme commencera à regarder tout ceci, mais d'une façon très objective, d'une façon très claire, d'une façon non émotisée, l'homme verra des choses. Et de ces choses, il verra qu'il peut engendrer un mouvement, créatif ou autre, pour corriger des problématiques, pour engendrer une action vers un vouloir, pour engendrer une action vers un pouvoir, pour engendrer une action vers ce qu'il doit. Et l'homme, en faisant ceci, se rapproche automatiquement de lui-même, car en faisant ce qu'il ne doit pas faire, il supprime des possibilités qu'il pensait, qu'il croyait. Et en faisant ce qu'il doit faire, il verra que c'est ceci qu'il devait faire. Et entrant dans des actions, des mouvements, de l'intelligenciation de sa création, de ses mouvements, de son action, il parviendra petit à petit à avancer vers une liberté ou des possibilités nouvelles. L'homme doit absolument comprendre qu'à un moment donné, il doit comprendre des choses et qu'à un autre moment, il doit savoir ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il doit. Et tout ceci n'est jamais très loin de l'homme. Ceci est toujours très proche de l'homme. L'homme doit comprendre que c'est dans ces petits mouvements que l'homme avance grandement. Ce n'est pas dans des choses extraordinaires que l'homme avance grandement. Ce sont dans les petites choses de tous les jours, dans les petites actions de tous les jours, dans les petits mouvements de tous les jours, dans les petites pensées de tous les jours, que l'homme découvrira la domination de la pensée sur sa vie. Et l'homme, à travers ces petites pensées, se fait manipuler grandement. C'est à l'homme de voir ceci, c'est à l'homme de corriger ceci, c'est à l'homme de ne pas se prendre la tête avec ceci, car le chemin est long. Le chemin est contraignant, le chemin est pavé de doutes. Et l'homme ne peut pas régler tout ceci très rapidement. Donc l'homme ne doit pas se prendre la tête plus que de raison. L'homme a une vie matérielle, une involution qui est très lente, donc il a réellement le temps de gérer sa vie matérielle comme il se doit, pour que lui soit bien sur le plan matériel, et d'un autre côté que l'homme ait le temps de prendre possession de son identité sur le plan immatériel. L'homme a une réalité matérielle qu'il dirige plus ou moins bien dans sa vie de tous les jours. L'homme a une réalité immatérielle qu'il doit à un moment donné prendre sous son contrôle. Une réalité immatérielle qui doit commencer à être explorée, mais en étant intelligent des lois qui y règnent. Et l'homme est un nouveau-né dans l'immatérialité de sa vie, c'est-à-dire que l'homme doit bien prendre en considération que dans l'immatérialité de sa vie, l'homme n'est pas encore né. L'homme est encore au point de l'accouchement. Et lorsque l'homme saisira que finalement sa personnalité est sous le contrôle d'une intelligence ou d'une autre qui lui permet d'évoluer, mais sans être en autorité de sa propre vie, il sera
plus ou moins difficile aux hommes de reprendre ce contrôle, car il s'agira certainement de perdre une partie de sa réalité qu'il pensait bonne, qu'il pensait juste, qu'il pensait correcte, qu'il pensait tout ce qu'on veut, mais qui, finalement, l'empêchait de prendre autorité sur l'autorité qui le chevauchait jusqu'à maintenant. L'homme a une identité que nous appelons la personnalité. L'homme a une identité qui est dualiste. Chaque homme peut le reconnaître. Chaque homme en a une mesure. Mais peu d'hommes ont la mesure d'être dominants dans cette dualité, si ce n'est des hommes très matérialistes et qui généralement dominent les autres hommes, car ils n'ont pas la vision de l'immatérialité. Donc les hommes qui sont généralement dominants dans la matière dominent en écrasant les autres. Et les gens qui se font dominer sont généralement bons vis-à-vis des autres. Mais leur bonté cache de l'inintelligence qui doit être régularisée à un moment donné dans leur vie. Si l'homme voyait réellement la vie dans les yeux, il verrait que même lui, dans son imperfection, gérerait mieux l'autorité que d'autres hommes dans la vie. Mais ces hommes sont trop frileux d'exposer leur réalité dans le monde. Ces hommes sont trop fragiles pour s'exposer dans le monde. Ces hommes manquent de volonté, manquent d'intelligence et sont restreints par des choses ou d'autres qui doivent être vues dans un temps ou un autre. Et l'homme peut se donner beaucoup de raisons pour ne pas accéder, pour ne pas avoir, pour ne pas éclairer une situation. Et si l'homme reste sous la domination d'une raison, il en est de sa responsabilité. Si une raison vient se percher au-dessus de la tête de l'homme, c'est à l'homme de devenir intelligent de cette raison. Une fois cette raison intelligencée, l'homme peut faire un choix plus éclairé. Mais dans le choix qu'il recevra, il pourra encore l'éclairer. Et des réponses qui viendront de cette réponse, la réponse peut encore être éclairée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'homme deviendra plus intelligent que la raison qui vient à lui. L'homme deviendra plus intelligent que tout ce qui vient à lui. Mais dans la gestion de tout ceci, l'homme aura, à un moment donné, des réponses qui dépassent son imagination, qui rentrent dans le réel d'une façon absolue. Et cet absolu devra encore être sous le contrôle de l'homme, c'est-à-dire que son contrôle sera son autorité de vie. Et l'homme, dans ce contrôle de la vie, sera obligé de devenir parfaitement intelligent vis-à-vis du temps où il évolue, vis-à-vis des personnes avec qui il est en relation et vis-à-vis de ses faiblesses. L'homme a énormément de faiblesses. L'homme doit voir ses faiblesses, doit se corriger dans des temporalités qui ne sont pas assujetties au temps matériel. Dans les faiblesses qui sont assujettissables au temps matériel, il y a des failles dans l'homme qui ne peuvent pas être vues dans le temps où nous évoluons. C'est-à-dire que l'homme, pour dépasser ces failles, doit rentrer dans d'autres temporalités. Et l'évolution de l'individu ne sera jamais bloquée matériellement, sauf par ses faiblesses. Donc, il s'agit à l'homme de pouvoir rentrer dans d'autres
temporalité évolutive, de manière à ce que lui voit ses faiblesses qui ne peuvent pas être reconnues maintenant dans le plan matériel vis-à-vis de la population, vis-à-vis des relations, vis-à-vis des interactions qu'il peut avoir dans le plan matériel, afin que lui reconnaisse ses failles dans le futur, mais qui peuvent être vues ou expérimentées maintenant. Et lorsque l'homme aura vu, reconnu ses faiblesses, ses failles, qui devaient être vues, devaient être reconnues, devaient être vécues également sur le plan matériel, l'homme deviendra intelligent de tout ce qui peut venir à lui. Et de cette intelligence, l'homme naîtra dans une identité qui sera sous son contrôle, c'est-à-dire une identité qui sera sous sa volonté, sous son intelligence, et qui, à un moment donné, pourra être manifestée correctement si l'homme est dans un mouvement de redescente dans la matière avec un amour nouveau.